Donc, bonjour à toutes et tous. Je crois que nous sommes live. Issam, a priori, nous sommes en live depuis quelques secondes. Tu m'entends bien, Issam? Toujours? Très bien, très bien. Super. Bon, bah, on avance et puis fais-moi signe si jamais il y a le moindre chose. Rebonjour à toutes et tous. Bienvenue pour ce webinaire. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'IA agentique des possibilités offertes dans Alteryx pour encore enrichir toute l'expérience autour de l'analytique et de la prise de décision complexe. Aujourd'hui, je suis voilà, François Cortaison, CTO et cofondateur de Prime Analytics, et je suis accompagné de Issam Badache. Issam, si tu veux te présenter. Ouais, merci François. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Issam Bada. Je suis solution ingénieur à AltX depuis maintenant 4 ans. Je suis heureux d'avoir fait faire ce webinaire avec vous aujourd'hui. Merci Issam. Donc en termes de répartition, donc moi je vais présenter quelques slides, je vais prendre une dizaine de minutes et ensuite on va voir quelque chose de très concret avec Issam pendant à peu près une trentaine de minutes, et on aura voilà, session de questions-réponses à la fin. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat aussi en continu. On les regardera aussi. Donc Primelethics, nous sommes un cabinet de conseil et de formation spécialisé en finance, data et IA. On a un certain nombre de grands groupes, notamment français, comme clients dans le domaine voilà, finance, bancaire, assurance, aussi dans l'énergie et les télécoms. On est actif en France, en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient aussi. On est une cinquantaine de consultants et on est surtout voilà, un partenaire Alteryx privilégié. On a la chance d'avoir ce partenariat avec Alteryx qu'on aime beaucoup. Donc la solution no code pour l'analytique. On a formé plus de 1300 personnes sur la solution, donc dans certains des groupes que vous avez vus sur le slide précédent. On a aussi notre suite d'outils IA pour Alteryx, donc des outils que vous pouvez ajouter pour encore enrichir l'expérience. Là, on est sur de l'IA qu'on va qualifier de bureautique. C'est pas le sujet du webinaire d'aujourd'hui. On va voir l'IA agentique, mais si jamais vous voulez une démo, voilà, n'hésitez pas à m'écrire, ça sera avec plaisir. Donc, je voulais commencer moi ce webinaire par parler vraiment du vocabulaire autour de l'IA. On a voilà, des tokens, des LLM, des prompts, énormément de choses qui arrivent. Là, on a listé quelques-uns. Et donc, c'est tout un vocabulaire nouveau qu'il faut s'approprier. On a des personnes voilà, techniques qui vont comprendre certains des éléments, mais on va avoir aussi beaucoup de personnes métiers qui vont devoir petit à petit s'approprier ces sujets-là. Et même si on est ingénieur technique, expert IA, les choses bougent tellement vite qu'il faut essayer de suivre. Et le vocabulaire, c'est une première partie pour essayer de suivre un peu ce qui se passe. Donc aujourd'hui, on va parler principalement des agents, mais il y a énormément d'autres choses. Là, on a mis voilà, quelques dizaines de mots, on aurait pu en mettre des centaines. Voilà, il y a énormément de choses qui arrivent, et il faut essayer de suivre un petit peu ce qui se passe pour comprendre tout ça. Donc il y a une espèce de paradoxe qui est en train de se créer entre, justement, on nous vend entre guillemets une simplicité d'usage quand on est dans un chatbot type justement ChatGPT, Mistral, Claude ou autre. On a quelque chose de très très simple, très minimaliste, à la Google. On pose une question, on obtient une réponse. Mais dès qu'on va vouloir comprendre un petit peu les enjeux derrière, comment on va essayer de l'intégrer à nos métiers, dans nos sociétés, dans nos entreprises, on va devoir essayer de comprendre un petit peu l'envers du décor. Et c'est là justement où on est bombardé de ces nouveaux termes, ou des mots qu'on connaît mais qui sont dans le cadre de l'IA, qui ont un sens nouveau, comme les hallucinations, la température, ce genre de choses.
Et donc voilà, donc il y a un fort enjeu pour les entreprises, d'aller sur ces sujets-là et d'embarquer aussi bien le métier que l'IT, parce que ça va être un travail conjoint vraiment entre ces 2 forces-là pour, installer quelque chose qui va marcher, des agents IA qui vont vraiment avoir du sens. C'est pas qu'un sujet technique, ça va être un sujet métier aussi. Donc le métier doit aussi, être embarqué sur ça. Maintenant donc, qu'est-ce qu'un agent IA? L'agentic AI, alors le mot agentic, c'est un mot anglais qui se traduit, pas très, très bien en français, mais si on reprend la racine, c'est l'IA qui agit, d'accord? Qui fait une action. Alors qu'est-ce qu'elle fait comme type d'action? Ça, on va le voir. Si je reviens sur mon slide précédent, donc je suis dans un chatbot, je pose une question à l'IA, elle me renvoie une réponse, j'ai une action, elle a fait l'action de me répondre. Mais maintenant, si je vais sur l'Agentic AI, on va voir différents types d'actions. Il y a avant tout donc une capacité à prendre des décisions de manière autonome, à avoir des séquencements de raisonnement plus avancés que ce qu'on a pu voir donc initialement dans les premières versions de ChatGPT. Et surtout d'exécuter des actions, pas que me renvoyer une réponse, mais vraiment de faire des actions sur son environnement, de venir modifier l'environnement. Et ça, on va le voir juste après. Un tout petit historique pour vous dire que ça vient pas de nulle part, c'est quand même quelque chose qui est, dans les travaux depuis, très, très longtemps, depuis plus de 70 ans. Donc l'intelligence artificielle, en tant que telle, c'est des développements qui ont lieu dans les années, 50. Le terme est apparu, à ce moment-là, qui a été suivi donc de plusieurs avancées. Donc c'est un savant mélange de mathématiques, d'informatique, de statistiques et bien sûr d'ingénierie en plus, avec donc les travaux dans les années 90 sur la reconnaissance de patterns, avec certaines techniques qui ont été grandement améliorées à la suite avec le deep learning dans les années 2010, avec les réseaux de neurones, ce genre de choses. Et maintenant, donc l'IA générative, ou en tout cas, voilà, pour nous, pour le grand public, donc dans les années 2020, l'IA qui est vraiment créatrice. Les attributs clés d'un agent, donc pour essayer de comprendre un petit peu, voilà, qu'est-ce qu'un agent? On a donc la perception, on a la capacité de percevoir l'environnement, donc pas que la question. Quand on parle du modèle ou du LLM, lui, il reçoit une question, donc on appelle aussi contexte, et il nous renvoie une réponse par rapport à ses connaissances à lui. Là, on enrichit ça avec une connaissance de l'environnement plus poussée. La décision, donc la capacité à prendre des décisions par rapport à cette perception et aux données donc, auxquelles il a accès, de tirer des conclusions et de prendre des décisions d'action. Justement, maintenant la partie donc agir sur l'environnement, apporter des changements, à son environnement et on va voir juste après des exemples. Et enfin la capacité d'apprentissage, donc ça va être très important pour l'amélioration continue, des agents. Les agents, on ne veut pas qu'ils soient figés parce que justement leur perception, bah, justement doit être dynamique. Le fait qu'ils arrivent à capter, des, modifications dans des fichiers, dans des bases de données, aller capter des informations sur internet et cetera. Ça, c'est quelque chose qui est dynamique et une fois qu'il a décidé des plans d'action et fait des actions, il va aussi s'auto, évaluer pour, s'améliorer, essayer de capter aussi du feedback, notamment du feedback humain des utilisateurs, pour pouvoir continuellement, apprendre et s'améliorer. Là, on va voir une version d'architecture simplifiée pour que vous compreniez un petit peu les différents éléments. Donc quand on prend ces attributs, qu'on vient de voir juste avant, comment concrètement ça se matérialise et les interactions entre ces éléments-là. Donc on a le cerveau qui va être, aussi bien la partie donc les modèles actuels qui vont comprendre le langage naturel, le comprendre, arriver à en générer, faire des synthèses, décider des actions par rapport aux demandes d'interaction, qu'on lui fait, synthétiser la réponse en retour et aussi orchestrer, le tout. On peut même avoir plusieurs parties de ce cerveau. On peut avoir des LLM managers, un modèle qui va gérer justement cette partie
orchestration et qui va orchestrer d'autres modèles sous lui qui vont être des parties qui vont comprendre la demande. Certains vont être spécialisés dans justement la planification, la décision des actions, etc. Et justement, qu'est-ce qu'on planifie? On planifie donc et comment on agit? Ben, on agit à travers des outils. Donc si on simplifie, on a globalement l'accès à des données, et l'exécution de code pour modifier l'environnement. Donc, accès aux données via, le web, via l'accès à des fichiers, donc qui sont disponibles, auxquels on a donné accès, au LLM, des bases de données, via API ou autre. Donc ça, c'est un peu la partie je capte, les informations, que j'ai, mais je vais pouvoir aussi aller écrire, aller changer, ces fichiers, ces bases de données. Et comment je vais faire ça justement? Bah, potentiellement avec, l'exécution de code. Par exemple, si je dois modifier une base de données, on a un langage qui s'appelle le SQL qui, va être capable on va être capable de générer potentiellement le modèle va être capable de générer potentiellement ce SQL ou d'utiliser des fonctions spécifiques qui auraient été déjà, qui seront, un outil, comme un autre pour aller, rajouter un nouvel enregistrement dans une base de données, dans un fichier et autres. Ensuite, on a la mémoire, donc ça, c'est la partie, apprentissage. On a plusieurs niveaux de mémoire. La mémoire, court terme, plus long terme. Donc le contexte actuel, c'est la question ou la conversation en cours, mais aussi potentiellement, on peut lui donner accès aux conversations passées, à toute une base de connaissances qui va établir par rapport à ses décisions et passées et cetera. Donc des interactions dans les 2 sens avec potentiellement des boucles ici. Le cerveau va décider d'exécuter une action. En fonction de l'action qui est reçue, prendre une deuxième décision, d'aller appeler un deuxième outil, d'aller mettre en mémoire pour les fois futures, certains éléments. Donc il y a vraiment, une partie itérative à ce niveau-là. Et comment est déclenché, tout ça? Donc quand on est dans, le chatbot, l'interface, ChatGPT, Mistral ou autre, on est un utilisateur, on utilise, des messages, on écrit ou même à la, voix, notamment sur notre, téléphone portable. On peut interagir avec la voix, avec, les modèles, mais pas que. Les déclencheurs maintenant peuvent être aussi donc des données qui sont reçues. Par exemple, je reçois un mail, qui va être lu par le modèle et le modèle va décider de faire une action. Ça peut être planifié, ça peut être tous les jours, à 5 heures du matin, il va faire un certain nombre de traitements. Comme ça, moi, quand j'arrive, au travail, j'ai déjà, potentiellement un peu le plan de ma journée. Ça peut être des seuils aussi. Ça c'est équivalent aussi aux données qui sont mises à jour. On peut calculer potentiellement des seuils, des KPI et en fonction du pourcentage qu'on a calculé, on a dit: «Bah, attention, si ça dépasse, 10 alors on va faire ce genre d'action». Encore 2 petits slides et passer la main à Issam. Alors, est-ce que les chatbots sont des agents? Donc, il y a encore pas très, très longtemps, la réponse était non. Ils avaient donc les LLM possédaient donc une certaine connaissance, qu'ils avaient notamment, prise d'internet. Quand on posait une question, bah, ils appliquaient des mathématiques, des statistiques et ils nous recevaient la réponse. En fait, qu'est-ce qui se passe globalement dans le modèle? C'est qu'il fait des statistiques pour prédire le mot qui devrait correspondre le plus, après. Maintenant, on est capable en un clic, dans l'interface d'activer le mode agent et de lui donner accès, si on veut lui donner accès à nos emails, à nos fichiers, à des bases de données, à tout autre, type de choses ou même à internet. Il y a un test encore, rigolo, sur certains des modèles. Si on désactive, qui n'ont pas la recherche web, si vous lui demandez quelle heure il est, il ne saura pas forcément vous dire quelle heure il est. Parce qu'il n'a pas de contexte, de son environnement. Il a vraiment la connaissance que de son modèle, à lui. Donc les chatbots sont en train de se transformer petit à petit, en agents. Ça, c'est aussi quelque chose à suivre et à regarder. Et dernier slide pour faire la transition avec la présentation d'Issam. Il y a une chose technique, dont on voulait vous parler, c'est les serveurs MCP dont vous allez entendre parler, vous avez déjà entendu parler.
Donc, comme modèle contexte protocole, ça va être quelque chose d'assez structurant pour faciliter justement l'arrivée des agents. C'est un espèce de super connecteur qui va connecter donc des modèles d'IA, des agents d'IA avec leur environnement. Par exemple, c'est à travers donc ces serveurs MCP qu'on va donner accès justement à une base de données, à des fichiers, à des mails, à certaines applications où on va stocker de manière sécurisée tout ce qui va être credentials, etc. Donc toutes ces parties authentification. Ça va réduire les temps et les coûts justement de développement et d'arrivée de ces nouveaux agents et ça va de manière globale faciliter leur arrivée. Et donc ça, c'est des outils qui sont en train d'être mis en place, voilà, dans toutes les grandes sociétés et qui vont permettre ces choses-là. J'ai fini pour ma partie, Issam, je te donne la main. Super, merci François pour cette excellente introduction. Alors pour résumer, donc ce que nous allons voir aujourd'hui en mots-clés, bien sûr, on va parler d'agents. On va parler comment en fait créer un agent avec AlteaX et comment utiliser surtout en fait les MCP qui est un système très très puissant avec AlteaX. Tout ça en fait avec une simplicité qui fait l'ADN de AlteaX. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas AlteaX, donc AlteaX, c'est une plateforme de préparation et de transformation de données. Donc, nous, en fait, on propose une solution à un utilisateur qui n'est pas forcément du technique, à pouvoir se connecter à la donnée, de la préparer, de la transformer et surtout, en fait, de la communiquer en fait, avec le reste de ses équipes. Et ce qui est intéressant, c'est que vu qu'on parle d'une plateforme data, AlteX, c'est une plateforme moderne qui se connecte au système d'entreprise actuellement qui sont surtout axés sur, par exemple, les data warehouse. Donc, on va retrouver des connexions vers des data lake ou les data warehouse. Mais la nouveauté depuis 2 ans, 3 ans maintenant, comme François a expliqué, c'est qu'il y a des applications IA, donc surtout les LLM qui sont très utilisés aujourd'hui. Donc AlteX, en fait, va continuer sur le même principe, c'est-à-dire qu'on va se connecter, on va considérer les LLM comme une source et on va se connecter pour utiliser en fait la puissance de ces modèles pour continuer dans le même schéma, c'est-à-dire préparer et transformer la donnée à travers du coup ces outils-là. Et c'est dans cet objectif-là qu'on va faire aujourd'hui. Je vais présenter une démo qui va vous montrer comment AlteaX va proposer à l'utilisateur non technique, métier, à créer un agent et pouvoir utiliser ces algorithmes pour préparer et mettre en qualité la donnée au quotidien. Donc, François, tu peux dérouler au slide suivant. Voilà, donc l'exercice d'aujourd'hui, c'est vous introduire à des agents IA avec AlteaX sur un use case de satisfaction client par rapport à un sondage. Et, tu peux dérouler aussi. Merci François. Et donc l'objectif de notre première démo, donc pour info, on va faire 2 démos. La première démo, c'est sur un use case de satisfaction client où on va envoyer en fait une enquête de satisfaction à 15 pays et pour leur permettre en fait de donner leur avis et on va constater que le retour lors de ce sondage, on a les données qui sont non structurées, non cohérentes et l'exercice, c'est utiliser AlteaX pour justement nettoyer ces données parce que comme c'est, cité sur ce slide, on va avoir des données avec des caractères, différents. On va avoir, les dates qui sont à formater. On peut avoir aussi des problèmes liés au numéro de téléphone, est-ce qu'il y a un indicateur ou pas? Et l'exercice, c'est de mettre en cohérence ces données-là à travers l'usage d'AlteX et la nouveauté, l'usage des modèles LLM et des agents. Et donc, voilà, pour cela, je vais vous montrer une démo pour vous montrer comment le faire. Je vais partager mon écran et donc cela se passera bien évidemment avec AlteX Designer. Pour ceux qui ne connaissent pas AlteX Designer, je vais faire une brève description de l'outil. J'ai arrêté le partage de mon côté. Super, merci François. Donc, ce que vous voyez en face, c'est AlteX Designer. Donc, c'est votre plateforme que vous allez utiliser au quotidien pour justement préparer la donnée. C'est une plateforme très simple. Donc, vous avez des outils disponibles pour vous, en fait, qui vous permettent de faire une tâche. Ça peut être une tâche de connexion aux données, ça peut être une tâche de préparation, comme ça peut être une tâche de jointure et de consolidation. Une fois qu'on choisit un outil, on a en fait qu'à glisser l'outil sur notre tableau et le configurer à gauche.
Voilà, donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire sa tâche ou notre objectif de préparation et mise en qualité de données avec AlteX à travers un workflow très simple qui utilise un agent IA, conçu par AlteX. Donc je change vers la fenêtre de mon workflow. Donc ici, vous avez un workflow AlteX. Vous pouvez documenter votre workflow ici pour expliquer qu'est-ce qui fait le workflow. Donc pour mon cas, comme j'avais expliqué, nous avons un exercice où on va se connecter aux données des sondages qu'on a récupérés de notre clientèle. Vous remarquez qu'il s'agit d'une donnée structurée. Par contre, elle n'est pas cohérente. C'est-à-dire que pour chaque colonne, on va retrouver des informations très importantes comme le nom, prénom, adresse, le numéro de téléphone, mais la donnée n'est jamais cohérente. On va retrouver des caractères latins, du japonais, comme on peut trouver aussi des dates qui ne sont pas structurées, avec beaucoup de données en fait, qui ne sont pas en fait heu, bien préparées. Et l'objectif, c'est justement de préparer cette donnée-là à travers, AlteX en se basant sur un outil agent que je vais, expliquer. Alors pour ceux qui connaissent AlteX, heu, notre ADN, c'est justement mettre en qualité la donnée. Donc historiquement, on utilise AlteX et aujourd'hui bien sûr avec les outils pour faire la même tâche, c'est-à-dire aller colonne par colonne, préparer la donnée à travers un workflow. Donc ça, c'est, on va dire, c'est ce qu'on faisait avant, les LLM et on continue à le faire. Mais pour les personnes qui souhaitent utiliser les LLM pour le faire, ce sera l'exercice d'aujourd'hui. Donc nous avons les données qui se trouvent ici, on peut donc j'ai choisi par exemple une partition de données à traiter et ce que nous allons faire, c'est surtout, en fait, s'intéresser à cette nouvelle outil qui s'appelle Agentic Behavior, qui lui, en fait, va vous permettre de répondre à votre objectif qui est de mettre en qualité votre donnée à travers un seul outil et à travers un agent. Donc l'agent ici, en fait, va prendre une configuration et la configuration, c'est en fait la première, c'est de le connecter à votre LLM. OK? Donc on sait que beaucoup d'entreprises aujourd'hui ont leur propre LLM. Ça peut être des solutions comme OpenAI, ça peut être comme Mistral et on les propose ici. Donc vous pouvez choisir votre LLM, ensuite choisir votre en fait, modèle en question. Donc, pour mon cas, c'est OpenAI, mais vous pouvez choisir même un modèle custom. Une fois la connexion établie, en fait, vous allez utiliser, un prompt comme, c'est ici pour expliquer à votre agent quelle est la tâche à effectuer. Donc, pour le cas ici, nous avons un fichier en entrée à préparer, à mettre en qualité. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est expliquer à l'agent quelles sont les instructions. Donc, je vais expliquer, pour mon cas, j'ai commencé par lui expliquer que vous êtes, vous, l'agent, un expert en data standardisation. Et l'idée, en fait, c'est prendre cet input où nous avons, comme j'ai expliqué, les informations sur les clients, mettre en qualité cette donnée-là à travers des instructions. Donc la première est des rôles surtout. Donc par exemple, pour je vais prendre deux trois exemples pour, vous montrer comment je communique avec mon agent. Par exemple, pour le nom, prénom, je lui explique que votre tâche, c'est de prendre chaque nom, prénom et faire des préparations de type, je veux en fait extraire le titre, d'une personne, par exemple madame, monsieur. Je veux convertir tous les caractères en latin et du coup, par exemple, quand c'est un exemple, avec un nom, prénom japonais, ben, on va les convertir en latin et mettre en parenthèse, les caractères japonais. Donc je lui explique exactement ce que je veux en sortie et cela sera effectué ligne par ligne et du coup, colonne par colonne. La deuxième information, c'est l'adresse. Donc je lui explique quel type d'adresse je veux avoir et avec quelques exemples pour lui, montrer ce que je veux avoir comme données en sortie. Pareil avec le numéro de téléphone et ça va en fait avec l'ensemble des colonnes que j'ai sur ma base de données. Donc là, tout ce que je suis en train de faire, c'est un prompt, à mon agent. Je lui donne quelques instructions supplémentaires. Typiquement, attention, il y a une colonne qui est importante pour moi, qui est, préférence contact de chaque client. Nous allons voir ça parce que cette colonne sera importante pour, la fin de notre démo, où on va communiquer ou demander à l'agent de communiquer avec, nos clients. Et on va lui demander aussi quel type de sortie on veut avoir de l'agent. Ici, je lui demande d'avoir une donnée en JSON de ce type-là, parce qu'avec AlteX, parce que c'est le format qui est préférable quand on communique avec ALM et ça tombe bien parce qu'avec AlteX, nous avons un outil JSON qui permet de parser les données JSON. Voilà en fait le type, d'instruction qu'on peut passer. On peut et à la fin, on va lui demander en fait de
juger lui-même en fait le travail qui a été effectué en termes de mise en qualité de données pour nous dire est-ce que selon lui, la donnée a été transformée et mise en qualité avec une note globale. OK? Et donc l'agent en question va prendre la donnée en entrée et on va voir ensemble que il va en fait générer pour nous une sortie JSON comme on a demandé. Donc, pour rappel, on avait les informations sur les clients. Et vu que dans le prompt, comme j'ai montré, j'ai demandé une sortie JSON, en fait, il prend ligne par ligne, comme celle-là où j'ai cliqué sur ATX, et il m'explique que pour cette ligne-là, il y a la donnée nom-prénom qui a été transformée effectivement, l'adresse, le numéro de téléphone avec l'indicateur, etc. Donc, la donnée, elle a déjà été transformée ou mise en qualité par rapport à l'ensemble des instructions que j'ai communiquées avec mon agent. Maintenant, ce qui nous intéresse, nous, c'est comment, en fait, ces transformations ont été effectuées. Qu'est-ce qui rend ce résultat intéressant? Et c'est ce qu'on va voir, en fait, avec le résultat, en fait, de transformation selon le raisonnement de l'agent. Et donc, ici, en fait, pour chaque information, l'agent m'explique comment il a procédé. Donc, il m'explique que pour la première information, nous avons ici le nom, prénom. Eh ben, en fait, j'ai détecté que ce n'est pas du latin. Et du coup, ce que j'ai fait, j'ai transformé cette donnée-là, je l'ai convertie en latin. Et maintenant, c'est en latin avec un score de confidence de 90%. Et il va en fait faire cela avec l'ensemble des informations à chaque fois qu'il détecte que la donnée est à convertir. Il me dit, elle est à convertir. Si elle n'est pas à convertir, ben, il dit finalement, en fait, l'information correspond à vos critères de mise en qualité de données. Et à chaque fois, il va créer une nouvelle colonne qui s'appelle Standardize l'information en question. Et à la fin, il me fait une analyse de la situation en m'expliquant que, en fait, la donnée a été transformée. Voilà en fait toutes les informations qui ont été transformées. Et comme demandé, j'ai produit un fichier JSON qui va vous permettre donc de répondre à votre question avec un score de confidence de 98%. OK? Et donc cette information, je peux directement utiliser parce que en 98%, on est sûr que la donnée est bonne. Et donc ce que je vais faire, je vais utiliser ce qu'il y a de mieux avec Alteryx, c'est-à-dire des outils qui vont me permettre de parser la donnée en JSON sans coder, même si on n'est pas expert en JSON, et pouvoir restituer la donnée avec une nouvelle base qui est, elle, mise en qualité. Donc là, en sortie, on va avoir des informations qu'on a demandées, avec en plus la colonne où on a demandé de ne pas toucher parce que c'est des informations qui sont importantes où il fallait pas toucher. Ça, c'est la première partie des démos. Il y aura une deuxième partie et troisième partie. Pourquoi? Parce que en fait, pour les personnes qui font beaucoup de LLM et des prompting, on peut se poser la question, c'est très intéressant, mais bon, ça reste des prompting. On a demandé à notre agent de faire des tâches. Comment, en fait, on va se différencier par rapport à un agent? Et c'est là, en fait, on va passer à la deuxième partie. Donc, la deuxième partie de notre démo, c'est exactement la même chose, la même donnée. La seule différence, c'est que, comme François l'a bien expliqué, il y a le concept des MCP. Et les MCP, c'est des protocoles en fait, qui vont vous permettre de connecter votre agent à des systèmes, à des services métiers ou autres, pour en fait augmenter la capacité de votre agent à fournir des résultats intéressants. Et donc, pareil, si ici nous avons utilisé un agent, on va faire la même chose, mais avec un outil qu'on appelle MCP AltX. La configuration est très simple avec les outils MCP. Je rappelle l'exercice, on est sur un exercice de mise en qualité de données, mais nous avons remarqué que sur, par exemple, nos données à nous, il y a les informations qui concernent la géolocalisation. OK? Donc, à travers l'adresse. Comment enrichir cette adresse-là? Comment augmenter l'adresse en question? Donc, on va demander à notre agent de communiquer avec deux outils ou deux MCP. Le premier qui est à gauche, Google Maps, et le deuxième, c'est Frankfurter, convertisseur de devises, qui est une API en fait, qui vous permet de détecter sur vos données s'il y a une donnée concernant le pays et vous fournir la monnaie et le taux de change pour chaque monnaie. Et donc ici, en fait, on va connecter notre agent à un service Google et lui demander, en fait, connecte-toi au service Google Maps et au convertisseur de monnaie et base-toi sur ces deux services-là pour aller chercher les informations et
me fournir le résultat souhaité. Donc comment cela se traduit? Si je vais cliquer sur le T, donc le target de l'outil, MCP de AltX, on va remarquer que nous avons ici les types de services que le MCP convertisseur ou Google fournit. Par exemple, ici, on peut récupérer à travers des appels API, en fait, les informations concernant les monnaies supportées, le taux de change, sur l'année, sur le jour, sur le mois et les communiquer à notre agent. Et donc, en fait, notre agent, il va enrichir le prompt ou les instructions ou l'ensemble des instructions qu'il avait à la base avec en fait une nouvelle entrée input qui regroupe l'ensemble des services qui sont connectés à notre agent. Et donc ici, on va augmenter le résultat de notre donnée avec des données qui sont beaucoup plus standards, beaucoup plus fiables, notamment si vous avez des services ou des systèmes métiers. Et il va nous fournir en fait une nouvelle sortie basée sur, du coup, les informations ou les MCP pardon, auxquels il s'est connecté. Donc, par exemple, si je clique sur la nouvelle sortie, JSON, parce qu'on reste sur le même prompt, juste en indiquant en plus qu'il doit utiliser les deux services, on va remarquer qu'il y a des nouvelles colonnes qui sont le nom de la ville, la monnaie de la ville et le taux de change par rapport du coup à cette ville-là ou ce pays. Et surtout, en fait, les informations géographiques concernant cette ville-là. Toutes ces données n'existaient pas ni sur ma base de données initiale, ni à travers la première partie du démo, mais ont été récupérées via le service. Et en fait, lui, en fait, il va détecter à chaque fois s'il y a cette information à enrichir ou pas. Donc, ce qu'il va faire, il va récupérer l'instruction d'utilisateur AltX, corriger la donnée. Si elle est déjà corrigée, typiquement comme ici, il me dit elle a déjà été nettoyée. Sinon, il va aller chercher les informations, les nouvelles informations comme celle-là. Là, on parle de extract depuis le service MCP que vous avez. Donc, vous pouvez avoir un service MCP métier chez vous et vous allez le connecter à AltX et vous explique que j'ai trouvé cette adresse et elle correspond à un pays qui est l'Inde en l'occurrence, et mon score de confiance est 1. Donc là, c'est un exercice d'augmentation par rapport à votre premier process qui était de mise en qualité de données à travers des MCP. C'est vraiment quelque chose de très intéressant et vous pouvez le faire avec n'importe quel du coup, MCP que vous avez chez vous. Et donc là, en sortie, on va avoir une nouvelle base de données. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va garder la même donnée, mais avec des nouvelles colonnes qu'on va retrouver ici à travers les services MCP auxquels on a connecté notre agent. Et tout cela, vous remarquez avec un seul outil. Vous imaginez que ça, généralement, ça demande beaucoup de compétences techniques, beaucoup d'outils généralement, alors que là, on le fait avec deux outils qui est l'agent et le service MCP. Donc, en deuxième étape, j'ai montré comment on se connecte à des services ou à des systèmes qui vous permettent d'augmenter votre donnée. Mais là aussi, on peut se dire, c'est très intéressant, il y avait le prompting, la connexion au service MCP, mais j'aimerais bien que, comme son nom l'indique, mon agent soit autonome, qui prend des actions, qui fait des actions à ma place. Et c'est là on va passer à la troisième et dernière partie, qui est la même dimension toujours, mais en ajoutant un nouveau service qui est en fait, OK, base-toi sur la colonne contact préférence. Et une fois que la donnée a été nettoyée et qu'on a en fait des informations sur ce client pour savoir en fait est-ce qu'il veut churner ou pas, si on est sur un cas de, de, de churn, de qualité de churn, ce qu'on va faire, c'est se baser sur le mode de préférence en termes de contact et lui envoyer un mail. Il y a des personnes qui préfèrent en fait être contactées par WhatsApp, par email pour essayer de les fidéliser. Et notre exercice, c'est demander à notre agent, une fois la donnée préparée et analysée, de envoyer en fait un Slack à chaque fois qu'il détecte qu'un client a comme mode de préférence Slack. Pour information, Slack, c'est un outil de collaboration qu'on utilise dans les entreprises qui permettent à une équipe d'échanger entre eux. C'est un peu l'équivalent de Teams que beaucoup d'entreprises utilisent. Et on va recevoir à travers des channels, en fait, des communications au quotidien. Et pour cela, on va utiliser, en fait, un outil MCP toujours avec, cette fois-ci, Slack. Mais ce qui va changer ici, c'est qu'il ne va pas récupérer l'information du service, mais il va, en fait, détecter dans ma base de données s'il y a Slack comme mode de contact préféré par rapport
à un client et lui envoyer du coup une communication directement. Donc pareil ici, en fait, il va utiliser toutes les fonctionnalités proposées par ce service qui est Slack ou votre système et en fait, détecter à travers le nouveau prompt ici que je vais vous montrer une nouvelle information. Une fois que la donnée est préparée, si vous détectez que les clients préfèrent un mode de communication à travers Slack, je veux que vous envoyez en fait directement l'information en JSON ou pas à ce client-là. Donc ici, sur notre base de données, on va voir que nous avons au moins un client qui a comme mode de communication Slack. Une fois que le workflow est exécuté, notre agent va envoyer directement un email au fameux utilisateur pour lui expliquer: «Bonjour, vous avez votre Slack, la donnée a été, préparée et partagée avec vous sur Slack». Ça peut être Slack, ça peut être, un email et cetera. Donc pour résumer, avec un seul workflow, vous pouvez utiliser un agent AltX qui va vous permettre de vous aider au quotidien dans vos tâches. Ici, en l'occurrence, c'était la mise en qualité et la préparation et la standardisation des données. Et tout ce qu'il y a à faire, c'est utiliser nos outils, donc GenAI et Agentic d'AltX, à travers l'outil Agentic Behavior et aussi l'outil MCP qui, lui, en fait, va vous aider à augmenter, à rendre encore plus intéressant les interactions avec les systèmes et les services pour rendre en valeur votre donnée. Et avec ça, en fait, je termine la première partie des démos concernant l'introduction vers les services agentiques d'AltX. Et pour la deuxième partie, on va voir en fait comment utiliser un agent toujours, mais cette fois-ci pour exploiter les services qui sont proposés par AltX. Ici, nous avons utilisé Google Maps, nous avons utilisé un service de convertisseur de devises et Slack, mais je vais vous montrer en fait comment rendre facile votre quotidien et surtout les quotidiens qui utilisent AltX Server pour communiquer avec serveur, avec du prompting, c'est-à-dire récupérer toutes les informations du serveur avec un simple prompt. Pour ceux qui ne connaissent pas AltX Server, donc il fait partie de la plateforme AltX. Donc Designer, ce qui est affiché sur l'écran, c'est la plateforme qui vous permet de créer un workflow et de le publier sur le serveur. Donc le serveur, c'est la plateforme d'entreprise qui va centraliser tous ces workflows-là afin de vous aider de partager en fait tous les travaux qui sont en cours, avoir plus de gouvernance, plus de scalabilité. Et nous avons aujourd'hui utilisé ce service, en l'occurrence serveur, pour vous montrer en fait comment le faire. Alors, je vais passer à la deuxième partie du coup du démo. François, il y a une slide, mais je pense qui explique le principe, mais je pense que je vais surpasser parce que c'est ce que je viens d'expliquer. Ouais, OK. ça marche. Donc, et je vais le montrer comme ça soit plus concret, le serveur. Alors, le serveur, pour ceux qui ne connaissent pas, bah, vous avez ici en fait votre serveur à vous. Vous allez retrouver tous les workflows qui ont été créés, partagés avec vous, ceux qui sont publics, ce qu'on a planifié pour une exécution, par qui et quand, etc. Et donc, en fait, ce que je veux, moi, c'est utiliser le service du serveur comme un MCP pour demander à mon prompt, c'est-à-dire l'équivalent d'un chat GPT, et lui demander de faire des actions. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire sur un serveur en termes d'action? Alors, la documentation officielle d'RCX nous explique qu'il y a presque une centaine de services qui sont proposés. On peut savoir qui a créé une collection, qui a publié un workflow, qui a lancé un workflow, combien d'utilisateurs nous avons. Donc tout ça, en fait, c'est des services qui sont proposés à travers des API AltX. Et moi, ce que je veux, c'est qu'au lieu d'aller sur le serveur et être un expert en termes d'API pour lancer ces requêtes, on va utiliser tout simplement, en fait, un outil de LLM qui s'appelle Claude. Donc, pour information, Claude, c'est l'équivalent de ChatGPT ou Mistral. La seule différence, c'est que Claude était, on va dire, parmi les premiers à démocratiser la notion de MCP, donc ce qu'on a vu tout à l'heure avec les 3 MCP dans Slack et Google Maps. Et ici, en fait, on va utiliser tout simplement un prompt pour lui poser une question. Donc, par exemple, là, je viens de poser une question. Combien de workflows sont publiés sur mon AltX server? Et là, en fait, mon FCP à moi
vu qu'il est connecté à mon serveur, comment il est connecté justement? À travers en fait un service ATX qui est disponible et qui permet en fait de rendre tous les accès à des fonctionnalités serveurs directement via en fait le MCP serveur ATX. Donc là, il est activé. Ça veut dire que quand je vais communiquer avec le serveur, par exemple, je pose une question, bonjour, combien d'utilisateurs existent sur mon ATX serveur? Bah, lui, en fait, ce qu'il va faire, il va se connecter à mon serveur s'il est connecté. Bien sûr, il y a un travail de connexion à faire et il va en fait m'afficher les personnes qui sont connectées à travers le sequential thinking qui a été configuré ici via mon service MCP. Donc là, il est en train de réfléchir. Généralement, pour faire la même tâche, on va lancer une requête euh, de serveur, alors que là, tout ce qu'il va faire, il va détecter combien de personnes existent sur Workflow. Donc, il y a bien moi, Issam, et mon collègue qui est aussi sur le serveur. Il m'explique qu'il y a 2 personnes. Pareil, en fait, ici, j'ai posé la question combien de workflows ont été publiés. Donc, il m'explique, en fait, à travers, du coup, toujours le même service MCP, qu'il y a 54 workflows qui ont été publiés. Et même, en fait, il y a une notion de sémantique où il a détecté à chaque fois, en fait, quel type de workflow. Si c'est des workflows métiers, par exemple, si c'est des workflows de démonstration plus ou moins techniques. Et tout ça, en fait, devient possible avec un simple prompt, alors que traditionnellement, on va dire, c'est plus euh, un système en fait, de requêtage via les API qui nous permettent d'avoir ces informations. Donc aujourd'hui, en fait, on passe d'un niveau où AlterX étant une solution très simple pour créer un workflow et très simple pour scheduler et partager ces workflows, à, à continuer dans ce même ADN à travers les modèles LLM et les agents qui vont nous aider non seulement à faire une tâche pour nous qui est de préparer et mettre en qualité la donnée, et aussi à utiliser des services comme le serveur pour lancer pour nous un workflow, le partager, savoir en fait qui était la dernière personne qui l'a lancé, etc. Voilà pour moi, en fait, les 2 parties, que je voulais présenter avec vous. J'espère que ça a été clair pour vous. Si vous avez des questions, on est là pour répondre à ces questions et aussi important, comme, François a montré dans le premier slide, vous avez nos contacts. Si vous voulez aller plus loin pour tester ces outils-là, ce sera avec plaisir. Nous allons vous accompagner dans ces tests-là. Voilà, merci pour votre écoute. Merci Sam. Alors effectivement, on a le contenu qu'on a partagé, le PDF ici que vous pouvez accéder. On a eu quelques questions dans le chat qui ont été répondues au fil de l'eau, mais je pense que ça vaut le coup de les rebalayer. Donc sur l'aspect AlterX, est-ce qu'il faut savoir coder dans AlterX? Est-ce qu'il faut connaître du Python ou autre? Non, c'est une plateforme no code, mais aussi code friendly. Si vous avez du code Python, vous pouvez l'utiliser, mais 99% des usages vont se faire vraiment sans code. C'est du paramétrage. Il y a une autre question, combien de temps pour se former? Et effectivement, il y a une très bonne réponse qui est en 1 heure, en des sessions d'1 heure de démo slash prise en main, on peut déjà faire des choses. En général, on est déjà capable voilà, de se connecter aux données, de faire des traitements encore une fois en quelques clics et sans code, qui apportent déjà de la valeur. Et après, comme je l'ai présenté aussi au début dans les slides, on a tout un cycle de formation, mais voilà, on a un cycle très complet d'une quinzaine d'heures pour faire ça. On a eu d'autres questions sur la partie IA. Je vais commencer la réponse et peut-être Issam, tu pourras la compléter. On a une question si on a des milliers de lignes de données à traiter, justement à mettre en qualité, corriger, identifier les problèmes et les corriger, est-ce qu'on doit tout expliquer à l'IA? Donc moi, je vais commencer la réponse et tu pourras peut-être la compléter. C'est non, justement, les prompts, donc les instructions que Issam a présentées, sont voulues génériques, c'est des exemples, mais justement, on va pouvoir connecter n'importe quel type d'entrée et ça va appliquer ces corrections, ces modifications-là. S'il y a des choses qui ne sont pas encore prises en compte, on pourrait les ajouter comme des instructions supplémentaires. Je ne sais pas si Issam, tu veux.
réagir Non, non, aussi en fait, exactement, c'est une façon de faire. Donc, par exemple, l'une des premières, c'est le prompt, en fait. Du moment qu'on a un prompt, qui explique bien à l'agent, en fait, Mmh. notre but, ben, en fait, lui, il va répondre en conséquence. Une question un petit peu, plus technique sur, effectivement le jailbreaking des LLM. Donc c'est, pour ceux qui ne savent pas, c'est la capacité de manipuler le LLM à travers en lui donnant des prompts, potentiellement, malveillantes. Alors premier élément de réponse, c'est, le fait que déjà on intègre, enfin tous les mécanismes, et les mécanismes de d'authentification dans Alteryx et de ces LLM là, ont des mécanismes d'authentification. Donc ça s'adapte à plusieurs niveaux. C'est déjà la plateforme Alteryx elle-même, plus les LLM. Et ensuite, à l'intérieur de ces outils, on valide les prompts. Donc, les systèmes de mise en place pour vérifier ces choses-là euh, sont en place et sont possibles. On peut les améliorer. Donc voilà, ça introduit pas forcément de nouvelles fragilités cyber. Et ça va faire le pont aussi avec une deuxième question sur est-ce que la plateforme Alteryx inclut les abonnements à des modèles IA? La réponse est non. Alteryx va être un connecteur. Il va se connecter au modèle auquel vous lui donnez accès. Mais la plupart du temps, dans les entreprises, ça va être finalement des modèles internes, parce qu'on ne veut pas que toutes les prompts, les données, etc., sortent de l'environnement de l'entreprise, que ça reste sécurisé à l'intérieur. Et du coup, les entreprises installent, ou en tout cas configurent, ou ont des environnements propres chez eux, des environnements privés. Il n'y a aucune donnée qui va aller sortir. Et donc, du coup, quand on a les LLM qui sont installés chez nous, c'est nos propres coûts finalement d'infrastructures qui sont mis en compte. Et il n'y a pas d'abonnement à aller payer à ces modèles. Je vais te laisser répondre à une question, Issam. Quel temps et effort faut-il à un service IT pour référencer un MCP dans Alteryx? Ça, c'est une très bonne question. En fait, généralement, l'IT va créer un MCP et c'est plus le temps qui sera plus ou moins important, c'est quand on crée un MCP, en fait. Parce que AltX va se connecter à cet MCP-là et va vous rendre une réponse. Donc, la connexion se fait vraiment rapidement. Il y a pas vraiment une tâche énorme à faire, mais c'est plus la conception de cet MCP-là. Ou pour répondre aussi à la question précédente, par exemple, pour que l'agent ne puisse pas augmenter le risque de rendre des informations erronées ou surtout qui sortent du cadre de la sécurité. Ben, lors de la conception des MCP, on va faire attention aux privilèges qu'on accorde à ces agents-là, limiter en fait les accès à certaines informations. Donc c'est plus côté conception MCP qui risque de prendre du temps. Avec Alteryx, la connexion se fait pratiquement instantanément. Je pense on va passer encore 2 minutes à certaines réponses et on va clôturer, je pense, le live. On a déjà un tout petit peu dépassé. Est-ce que la réponse du prompt d'Alterix à un LLM est toujours consistante, toujours la même réponse, afin d'être sûr que le résultat est répétable? Donc, très bonne question. Les LLM aujourd'hui ne sont pas des systèmes déterministes, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut recevoir, si on pose 2 fois la question à ChatGPT ou 10 fois la question à Mistral, on peut recevoir 10 réponses différentes. Là où Alteryx va apporter un plus justement là-dessus, ça va être la capacité de vérifier ce qui sort. Déjà en entrée, alors on va commencer par l'entrée, on va avoir un prompt, une question, des instructions qui vont être le plus explicite possible, d'accord, pour avoir vraiment à chaque fois une réponse qui va être proche justement du 100% de répétable. Et en sortie, quand on a la réponse du LLM, on peut aussi vérifier ça. Et on a un concept alors, qui s'appelle aussi le prompt chaining, qui n'est pas propre à Alteryx, hein, c'est le fait de pouvoir enchaîner plusieurs prompts pour vérifier les résultats. Et grâce à ce mécanisme-là, on peut avoir un premier prompt qui nous fait justement ce travail, par exemple, sur les exemples de qualité de données, je vais aller corriger mes noms de pays. Et potentiellement, je peux avoir un deuxième prompt qui va aller vérifier est-ce que c'est cohérent avec potentiellement une base de données par rapport à l'historique, etc. Ou tout simplement, est-ce que ça correspond à certaines normes. Donc on a, grâce à Alteryx, justement, la capacité de limiter les effets non déterministes du LLM. Et peut-être qu'on va s'arrêter là.
Je pense on est bon. Je crois qu'on a Il y répondu a à la plupart des questions, Issam, si je sais il y pas a si tu vois ouais, je vois les questions, je sais pas si tu as répondu ou pas sur le comment travailler s'y prendre pour limiter les problèmes d'alignement? alors je suis pas sûr de comprendre, En fait le terme en fait, problème d'alignement. justement, je pense que sur l'exemple, on a montré que, pour notre agent, il y a une en fait, il y a des directives qu'on doit communiquer avec l'agent pour que justement on soit aligné par rapport, à notre but et l'une des points le plus importants, c'est D'accord, expliquer à notre agent, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire et surtout, en fait, le guider. Donc l'un des principaux, points, par exemple, c'est lui donner un rôle. Moi, j'ai commencé avec: «Vous êtes, en fait, un expert en data standardisation». Lui expliquer un but: «Je veux standardiser la donnée», et terminer avec le format attendu: «Je veux, en fait, un format JSON, il faut pas, en fait, m'expliquer comment tu as fait» et cetera. Donc une des meilleures façons de travailler, c'est, en fait, avoir au sein de l'entreprise, un pattern ou, un template, de type prompt qu'il faut qu'on utilise et l'utiliser à chaque fois, en fait, durant votre, voilà, durant votre usage de ces modèles-là. effectivement, merci. Effectivement, le terme alignement dans le sens, entre, ce qu'on veut et ce qui est effectué. Alors effectivement, la réponse peut être très longue, mais je pense que tu l'as bien synthétisé. Je voudrais juste rajouter, quelque chose. Moi personnellement, donc avec les outils IA qu'on a développés chez Primalytics, on a utilisé l'IA pour nous aider à fabriquer les prompts. Les prompts est très, très important, ça va être central. D'un côté, des fois, on nous dit: «Oui, il ne faut pas qu'il soit trop gros», mais si on oublie des éléments, ça peut porter à confusion, le modèle ne sait pas trop. Et ben, en fait, le meilleur, prompt engineer, au du moment, c'est l'IA. Alors, c'est nous qui fabriquons un prototype, l'IA va l'améliorer et on le raffine ensemble. Et c'est là, on va être capable d'obtenir les meilleurs résultats. Et donc, voilà, il faut vraiment travailler ça avec le framework dont parlait Issam. Là, il y a un framework qui s'appelle le RCIF, le rôle, le contexte. Donc, on lui explique: «Tu es un expert en data quality, je vais te donner», donc dans le contexte, je vais te donner des éléments de telle nature avec des problèmes, des typos et cetera. Tu vas, en termes d'instruction, le I, tu vas me corriger ces valeurs, comme ci, comme ci, comme ça, en m'expliquant ton taux de confiance, ton raisonnement, et cetera. Et F, le format de sortie. Donc il faut utiliser ce framework-là, c'est des bonnes pratiques. Et encore une fois, aidez-vous de l'IA pour améliorer vos prompts. Je pense qu'on a bien dépassé, on a essayé de répondre au maximum des questions. Merci beaucoup. Merci Issam pour, Merci à cette toi, François. animation, c'était très sympa et très bonne journée et à bientôt. Au revoir. Au revoir.